Bonjour, merci d'abord à l'EGF de m'avoir fait cette merveilleuse invitation que je ne pouvais refuser. Donc voilà, je ne vais rien lire au cœur de mon bébé, je vais essayer pas d'y rester. Je vais donc vous parler des pratiques culturelles, des valeurs culturelles de jeunes, des lignes de mutation qu'on peut voir sur la base d'un quotidien quantitatif et qualitatif, et faire aucune référence à des chiffres, aucune référence à la nature, donc si vous en voulez après, ça sera le bonus après. Et puis voir ce que ça pose comme question de politique publique, ou ce que ça repose comme question de politique publique. Avant de commencer, enfin pour commencer plus exactement, une petite remarque sur la manière dont la question se pose aujourd'hui. Il y a une forme d'acuité sur les thématiques culturelles que l'on voit très bien si on fait un peu de titrologie sauvage des ouvrages qui sortent. Vous avez des choses sur l'édition médiatique, sur la génération Y, sur la génération C, sur toutes ces choses absolument formidables qui n'ont probablement d'intérêt que le marketing, mais qui disent un truc très intéressant à mon sens, c'est que c'est la première fois, en tout cas en France, qu'on arrive à nommer des générations par des phénomènes technico-culturels. Jusqu'à présent, on les dénommait plutôt par des phénomènes politiques ou sociaux, éventuellement par des épidémies. On a eu la génération SIDA, fameuse et malheureuse. Là, on est dans un autre type de dénomination qui indique un changement de rapport de force entre, si on fait un peu de Bourdieu, entre les champs sociaux. Et ce changement de rapport de force, ce changement de représentation des rapports de force, plus exactement, doit évidemment beaucoup à ce qui a été exposé dans la table ronde précédente, c'est-à-dire de transformation de mode d'insertion sur le marché du travail, et grosso modo de régulation, de désintroduction de nouvelles générations et de remplacement générationnel. En France, on appelle ça, pour aller vite, les 3D, désynchronisation, délinéarisation et désinstitutionnalisation. Ils s'entendent des faits que de représentation des faits, je reviendrai si j'ai le temps, mais pour l'instant pas. Alors ça, cette articulation, cette réarticulation des champs et des représentations des champs pose des questions qui sont à la fois politiques, sociales et culturelles. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ce que je viens de dire, qui est une approche en surface sur le regard et l'analyse réelle des rapports de force entre les champs? Je rappelle qu'en France, en gros, il y a ce rapport de hypothèse extrêmement fort entre le champ scolaire et le champ culturel et le champ de la rentabilité professionnelle, avec des rendements corrélatifs des capitaux que vous avez dans un champ vers un autre. C'est comme ça que le système français marche au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, et il semblerait qu'il y ait des réarticulations assez profondes qui seraient en jeu, dont on ne sait évidemment pas encore bien les saisir. C'est aussi un paradoxe des politiques culturelles que je voudrais interroger avec vous, qui oscille toujours sur les jeunes, entre public de demain et public d'aujourd'hui, en gros entre révélation sociale de la mutation intergénérationnelle et intérêt pour ce qui se passe vraiment dans les jeunes d'aujourd'hui. C'est aussi ce qu'on a dit un peu sur la table précédemment sur les rapports vécus et les rapports projetés. C'est aussi un second paradoxe entre les jeunes considérés comme des ressources en champ culturel, on en entend beaucoup parler, on en parle d'ailleurs probablement plus qu'on y fait vraiment en usage. Et puis des jeunes qui sont des dangers, en général rabattus sur la question d'éthique et qui sont réactivés de par les effets de masse. Alors, un petit joke, je sais pas si c'est drôle d'ailleurs. Merci, c'est bien discipliné. J'ai regardé, il y a le très très célèbre acteur Paul Walker, pardon de la prononciation, que tout le monde connaît évidemment, qui a joué dans les non moins célèbres films Fast and Furious, qui sont célèbres au moins pour les jeunes. Le buzz autour de sa mort a créé plus d'activités en France que la réélection de Maman chez les jeunes, en moins de temps. Donc c'est une idée des masses, alors là c'est drôle, mais en réalité ce qu'il y a derrière c'est une inquiétude sur ce qui fait une mobilisation et ce qui fait sens. D'où la question et la résonance de la thématique des paniques morales et des dangers et des technologies, qui là aussi je ne vais pas résister à la plaisanterie qui n'en est pas une. J'ai regardé un peu en rétro-histoire les textes qui avaient accompagné l'éruption de la télévision, et avant elle de la radio, et avant elle de l'imprimerie. Et c'est exactement toujours les mêmes arguments qui sont cités, exactement l'identique de ce qui s'est passé sur l'éthique. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Troisième question, politique, sociale et culturelle, qui emmène les trois niveaux, et qui traverse la question des pratiques culturelles, c'est quels usages y a-t-il des temps culturels? C'est la question sociale qui a à voir avec la régulation, encore une fois,
et quels sont les usages du temps de la culture par les jeunes. Une autre question individuelle, ces deux questions sont partiellement étanches l'une à l'autre. Je refais alors la petite joue. Pardon. J'ai trouvé ça formidable hier, l'intervention de notre député, j'y reviens parce que je pense que je vais marier avec. Cyril. C'est pas grave, t'acceptes. Ouais, c'est ça. Un peu jeune, un coup gars. J'ai trouvé ça fascinant parce qu'en fait, il a, dans son discours, il a rabattu les deux phénomènes l'un sur l'autre. Il a beaucoup parlé du développement des jeunes, il leur donnait des opportunités de s'épanouir, de se réaliser. Et en réalité, derrière, ce qu'on sentait très bien avec son histoire de pyramide des âges qui s'inversait, c'était son problème majeur de régulation de la dynamique générationnelle et de faire en sorte que les jeunes rentrent, si possible pas trop durement, mais quand même assez efficacement, dans la prolongation, la reproduction de la société qui découle. Donc c'est à peu près ça, c'est toujours ces deux niveaux qui viennent s'interpeller. Alors le champ culturel en France, il peut être considéré comme le contrepoint, un champ de contrepoint à une indépendance qui est contrariée dans d'autres domaines et qui devient un espace d'apprentissage d'une autonomie qui est à la fois précoce et sans danger, d'une certaine manière. Il n'y a pas vraiment de danger à faire des bêtises sur Internet, à écouter de la mauvaise musique. Il y en a moins en tout cas qu'à ne pas avoir ses diplômes et à faire réussir sans cursus scolaire. Donc d'une certaine manière, c'est un endroit où on peut expérimenter plus facilement cette autonomie qui est apprendre à avoir une illusion ou une réalité de pouvoir de soi sur soi. On peut discuter de savoir si c'est une illusion ou si c'est une réalité. On prend principalement deux formes dans le champ culturel, l'expression et l'expérimentation. Et là, j'insiste beaucoup, il y a une collision avec les systèmes socio-techniques et l'éthique, mais ce n'est pas l'éthique qui ont créé ces demandes d'expression et d'expérimentation qui existaient bien avant. On les trouve dans les générations dont je parlais à l'instant tout à l'heure. On les trouvait aussi chez les Lumière, et d'autres objets supports, mais en tout cas, ce n'est pas l'éthique qui crée ça. Ça c'est très important de l'avoir bien compris. En revanche, il y a une écologie propre de cette économie en régime médiatique, il y a des temporalités, des objets, des productions qui changent toute la chaîne de sens et la chaîne de valeur dans le domaine culturel. Alors tout ça, c'est évidemment, encore une fois, des grands traits qu'il faut évidemment, en tout bon sociologue, rappeler qu'ils sont hautement, fortement, profondément socialisés, donc ça veut dire traversés par des lignes de fracture, des lignes de position, des lignes de différenciation, qui vont notamment, très profondément en France en tout cas, faire rejaillir la question de l'origine sociale, la question du mode de vie, et la question du genre, et la question aussi de la fin du modèle des cultures étudiantes qui a servi à la fois de centre de force pour appeler vers lui l'ensemble des jeunes qui n'étaient pas forcément étudiants, modèle, mais également de centre de force pour les politiques culturelles qui se sont constituées sur l'hypothèse d'un modèle normatif étudiant qui n'est pas en réalité du tout opérant. Je vous laisse avec tout ça. Ça pose à mon avis trois questions qui peuvent reconfigurer les politiques culturelles. La première, en régime numérique, il faut repenser la question de la participation et de l'engagement sous des formes qui sont probablement pas du tout les formes que l'on connaît dans l'engagement politique ou dans citoyen aussi habituel. Alors ça va avec des continuums, avec des degrés extrêmement variés, ça va, pour prendre des exemples concrets, de faire sa liste de musique sur 10 heures sans faire de pub, jusqu'à faire de la création musicale réelle sur Internet. Tout ça, ce sont des formes de participation et d'engagement extrêmement différentes, mais qui tissent un lien, qui tissent des rapports de contiguïté ou de proximité entre des activités qui, dans l'ancien monde numérique, étaient vécues comme extrêmement différentes. Deuxième mutation importante, il faut distinguer les cultures jeunes et les contre-cultures. J'entends quoi aujourd'hui en France, la notion de contre-culture n'a pas vraiment d'efficacité performative, ni analytique, ni politique, parce que justement, les cultures jeunes ont été nettoyées, vidées ou expurgées de leur dimension politique. Donc ça, il faut regarder ce que ça fait sur les actions politiques qui ont tendance à vouloir ramener les jeunes via la culture dans l'intraculture, s'ils ont déjà envie de les ramener. Pour finir, 4 questions. Pourquoi alors, la question centrale, me semble-t-il, en termes de politique publique et donc de régulation sociale, parce que la politique publique, on trouve ça souhaitable ou moins souhaitable, et quand même principalement centré non pas sur le bien-être des individus, mais sur la régulation sociale, même si elle s'applique dans d'autres termes. Et alors, donc, cette régulation sociale en termes culturels, elle s'appelle la transmission culturelle, la plupart du temps. Donc, je vais essayer de vous faire partager 4 questions sur la transmission culturelle en moins d'une minute.
Première question, pourquoi se transmettre? Alors, est-ce qu'on est... il y a des pôles entre lesquels les choses sont en tension. Entre une vision culturelle et artistique où il faut que les gens s'épanouissent en faisant de la culture, parce que même d'ailleurs, par le plus grand des miracles, parfois on pourrait devenir artiste soi-même. Donc voilà, vous aurez vu à mon ton que j'en veux un peu, mais enfin, voilà. Deuxième vision, la culture est un pansement social, ça c'est extraordinairement utilisé en France. Et donc quand on a une banlieue qui va mal, on va mettre une maison de la culture, une petite action culturelle, parce que la culture c'est connu, ça pacifie. La musique, ça adoucit les mœurs, et avec de la peinture, ça évite d'avoir autre chose dans les mains que des pinceaux. Donc c'est très très bien. Et puis troisième vision, qui est quand même un tout petit peu plus enlevée, un peu plus noble, c'est la vision de la citoyenneté culturelle comme un aspect intrinsèque et nécessaire à la citoyenneté tout court, dans un contexte français qui sous-estime probablement son côté multiculturel, et je pense que vous allez beaucoup plus réfléchir là-dessus que nous. Donc c'est aussi une question que je vous poserai. Comment on essaye de concilier ces trois visions de la raison pourquoi transmettre? Deuxième question, que transmettre? Et là, je pense qu'il faut faire véritablement un effort intellectuel et analytique presque d'arrachage en France pour arriver à concevoir et à se persuader soi-même et à faire une action qui soit cohérente avec ce qu'on aura perçu, que la culture, ce n'est pas l'information et la culture, ce n'est pas du savoir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je l'ai dit tout à l'heure, les systèmes français ont fait que la culture s'est adossée très fortement au système scolaire avec la puissance méritocratique qu'on lui connaît, ça fabrique des gens qui sont passés par un mouvement où la culture avait une certaine place. Sauf que chemin faisant, avec les technologies de l'information et de la communication, et le fait qu'on peut accéder à une information extrêmement fiable, extrêmement rapidement, extrêmement abondante, sans passer par des médiateurs officiels du savoir, il y a une distanciation de plus en plus grande entre ces trois termes, culture, information et savoir, sur lesquels probablement on n'a pas assez réfléchi, notamment en termes de médiation et d'éducation et pédagogie. Troisième question, comment transmettre? Et évidemment très lié au précédent. Là, je vais aller très vite, directement à ce que j'ai envie de dire. Il faut, je pense, faire très attention à ce que j'appelle le mirage technologique des digital natives, des X, des Y, de tout ce qu'on voudra. Et bien concevoir que ce que les technologies font, ça n'est pas donner des réponses aux questions de médiation et de pédagogie auxquelles on n'a pas de réponse, au contraire, c'est les poser avec plus d'acuité encore. Pour le dire autrement, en France, on a vu dans les années 2000 une espèce de course après le train des équipements publics à vouloir s'équiper en ordinateur, en tout ce qu'on pourra avoir comme dispositif le plus moderne possible, eu des nouvelles technologies, sachant que la puissance publique est quelque chose de lent. La dernière technologie que la puissance publique arrive à s'acheter, elle a toujours 10 mois de retard par rapport à la vraie dernière technologie, donc on est toujours en train de courir un train qui continue à alimenter ce hiatus que les gens ressentent quand on leur fait ce qu'on appelle le B2I en France, c'est un espèce de petit diplôme d'informatique à la fin du primaire. À mon avis, c'est à peu près comme si on vous demandait à vous de compter jusqu'à 5 doucement. Quand un enfant il compte en permanence jusqu'à toute étape de multiplication à toute vitesse, si je transpose sur les technologies, s'il est sur les technologies dans des usages extrêmement pas savants, mais en tout cas compétents en termes d'usage tout le temps, le B2I, c'est un truc d'abruti. Quatrième question, où transmettre? Ça pose la question, à mon avis, très importante des institutions de transmission qui sont dans une forme de crise en France. Alors, je ne reviendrai pas sur la question de l'école, même si, à mon avis, elle est très importante, puisque je ne suis pas autorisée à faire l'école là tout de suite, mais sur la question des institutions culturelles qui achoppent sur une espèce de paradoxe. Elles sont contraintes de faire énormément d'efforts de médiation pour attraper, attirer, séduire, former des jeunes, et en même temps, elles sont en permanence en face d'un constat de la versatilité des jeunes. Les jeunes changent de goût, changent de lieu d'exploration. Ils vont un jour être plutôt abonnés d'un cinéma, le lendemain dans une bibliothèque, puis le troisième jour du pas, ou dans un endroit qui ne soit pas des endroits institutionnels. Et cette versatilité est vécue comme une faillite institutionnelle. En réalité, moi je pense qu'il faut le voir complètement différemment, il faut le voir comme étant le cheminement normal de construction d'un parcours. Et donc je voudrais faire ma conclusion pour rejoindre ce que, pardon, votre nom m'échappe. Tout à l'heure vous disiez, je pense que ce qui est absolument essentiel en termes de recherche, il y a un apport à quelque chose sur lequel il faut qu'on avance en termes de recherche pour mieux informer les politiques publiques, c'est sur cette question du longitudinal et du transversal. Du longitudinal, je vais m'expliquer, c'est prendre les gens et les suivre dans le temps, mais pas sur un seul sujet de leur existence, parce que personne aujourd'hui n'est monodimensionnel, encore moins qu'hier probablement, et regarder le plus possible
aussi de manière transversale comment on chemine au travers des âges, au travers des champs sociaux et au